Il existe des lieux que l'on traverse sans vraiment les voir, et d'autres qui, sans qu'on s'en rende compte, marquent toute une époque. Des lieux où l'on parle, où l'on rit, où l'on se dispute parfois, mais surtout où l'on vit. Aujourd'hui, je vous propose de remonter le temps et de pousser la porte d'un endroit presque oublié, mais qui pendant des décennies a été le cœur battant de la vie quotidienne. Le bistrot. Pas le bar moderne, pas le café branché que l'on connaît aujourd'hui, mais le bistrot d'autrefois. Celui des années 50, 60 et 70. Celui où les hommes arrivaient en mobilette, où le zinc du comptoir brillait sous les verres, où l'on servait des cacahuètes dans de petits bols, et où l'on passait des heures à refaire le monde. Fermez les yeux un instant. Imaginez le bruit d'une porte qui grince légèrement. Une clochette qui tinte, une odeur de café serré mêlée à celle du tabac froid, le brouhaha des conversations, un éclat de rire, le choc sec d'une boule de billard, le claquement rapide d'un baby-foot. Dans un coin, un flipper clignote. Au fond, deux habitués jouent aux cartes. Au comptoir, quelqu'un lit le journal. Et derrière ce comptoir, il y a toujours quelqu'un qui connaît tout le monde. Le bistrot, ce n'était pas juste un endroit pour boire, c'était un lieu de vie. Un lieu où les nouvelles circulaient, où les solitudes se brisaient, où les générations se croisaient. Avant les smartphones, avant les réseaux sociaux, avant même que la télévision n'envahisse tous les foyers, le bistrot c'était le centre du monde, dans chaque village, dans chaque quartier, à chaque coin de rue. Mais d'où viennent-ils ces bistrots? Pourquoi ont-ils pris une place aussi importante dans la société? Et surtout, à quoi ressemblait vraiment leur âge d'or? Dans cette vidéo, nous allons explorer leur histoire, comprendre leur évolution et plonger au cœur de leur ambiance unique. Une ambiance faite de gestes simples, d'objets aujourd'hui oubliés et de moments qui semblent appartenir à une autre époque, mais qui pourtant ont façonné des générations entières. Avant de comprendre l'ambiance des bistrots des années 60, il faut remonter bien plus loin dans le temps. Car le bistrot ne naît pas dans les années 60, il est déjà ancien, très ancien même. Son histoire commence bien avant, dans les cafés populaires du 19e siècle. À cette époque, la France change profondément. Les villes grandissent, les ouvriers affluent. Et avec eux apparaît un besoin simple mais essentiel, se retrouver. Les premiers ancêtres des bistrots sont alors des cafés modestes, pas encore les lieux chaleureux que l'on imagine, mais des espaces simples, parfois bruyants, où l'on vient boire un verre et surtout discuter. On y sert du vin, souvent médiocre, du café parfois très fort et quelques alcools. Mais ce qui compte déjà, ce n'est pas ce que l'on boit, c'est ce qui s'y passe. Très vite, ces lieux deviennent des points de rencontre. On y échange des nouvelles, on parle politique, on débat, on s'énerve, on rit. Dans certains quartiers, le café devient même un centre de vie sociale indispensable. Puis, progressivement, le bistrot prend forme. Le comptoir apparaît souvent en zinc, ce fameux zinc froid au toucher qui deviendra l'un des symboles du bistrot français. Derrière, le patron, un personnage clé. Il ne sert pas seulement des verres, il écoute, il observe, il connaît ses clients. Il sait qui vient tous les jours, qui paye à crédit, qui traverse une mauvaise passe. Le bistrot devient alors un lieu humain, un lieu où chacun existe. Au début du XXe siècle, ces établissements se multiplient. On les appelle cafés, estaminets, troquets. Chaque région a son nom, mais l'esprit reste le même. Dans les campagnes, le bistrot est souvent le seul endroit pour se retrouver. Dans les villes, ils deviennent omniprésents. À Paris, par exemple, on compte des milliers de cafés et chacun a son ambiance, sa clientèle, son identité. Puis viennent les guerres. Les bistrots traversent les périodes difficiles. Ils ferment parfois, mais rouvrent toujours, parce qu'ils sont nécessaires, parce qu'ils sont ancrés dans la vie quotidienne. Et après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose va changer. La France entre dans une période de croissance. Les gens travaillent, consomment, vivent différemment. Et le bistrot, lui, va évoluer.
Il ne sera plus seulement un lieu de passage. Il va devenir un lieu d'habitude, un lieu de rituel. Un lieu où l'on revient jour après jour. C'est cette transformation qui va donner naissance au bistrot tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Et c'est là que commence véritablement son âge d'or. Les années 50 puis les années 60. Une époque où le bistrot n'est plus simplement un café, mais un monde à part entière. Le bistrot des années 60, ce n'est pas seulement un lieu. C'est un rythme, une respiration, une journée entière qui se déroule presque toujours de la même façon, du matin jusqu'à la fermeture. Il est tôt, très tôt, il est à peine 6h30, parfois 7h. Dehors, la rue est encore calme, quelques voitures passent, mais surtout des vélos. Et parfois déjà le bruit caractéristique d'une mobilette qui pétarade. Le bistrot, lui, est ouvert. Le patron est là depuis un moment déjà. Il a levé le rideau métallique, allumé les lumières, mis en route la machine à café. Une odeur forte commence à remplir la pièce. Le café noir, serré, presque amer. Les premiers clients arrivent. Ce sont presque toujours les mêmes. Des ouvriers, des artisans, des habitués. Ils ne parlent pas beaucoup au début. Ils entrent, posent leur casquette sur le comptoir et commandent simplement un petit noir. Le café est servi rapidement dans une petite tasse épaisse. On le boit souvent debout, en quelques gorgées. À côté, parfois, un petit verre, un canon, du vin rouge dès le matin. Ça peut surprendre aujourd'hui, mais à l'époque, c'était courant. Certains trempent même un morceau de sucre dans leur café. D'autres allument déjà une cigarette. La fumée commence à s'installer. Vers 8h ou 9h, le bistrot prend un peu plus de vie. Les discussions commencent. On parle du travail, du temps qu'il va faire et surtout du journal. Le journal est essentiel. Souvent, il est posé sur le comptoir, un seul exemplaire pour tout le monde. Alors, on le lit à tour de rôle. Parfois même à voix haute. Quelqu'un lance « T'as vu ça ?» et la conversation démarre. On commente l'actualité, on débat, on n'est pas toujours d'accord, mais on parle. C'est un moment important. Le bistrot devient un lieu d'information, un lieu d'échange. Puis arrive la fin de matinée. Vers 11h, 11h30, l'ambiance change doucement. Certains reviennent, d'autres arrivent pour la première fois de la journée. On commande un verre de vin, un blanc parfois, un rouge le plus souvent. Le ton monte un peu, les voix deviennent plus fortes. On plaisante davantage et déjà on grignote. Les cacahuètes apparaissent, servies dans de petits bols ou parfois simplement jetées sur le comptoir. On les mange avec les doigts sans vraiment y penser. Midi approche et là le bistrot atteint un premier pic. Ce n'est pas encore le restaurant, mais on mange simplement. Un sandwich, du saucisson, un morceau de fromage. Parfois un plat du jour si le bistrot le propose. Les ouvriers sont là, les employés aussi. On mange vite mais jamais seul. On parle encore et toujours. Puis le calme, vers 14h, 15h, le bistrot ralentit. Certains sont repartis travailler, d'autres restent. C'est le moment des habitués, ceux qui prennent leur temps. On commande un café ou un petit verre et on s'installe. C'est souvent à ce moment-là que commencent les jeux. Les cartes, la belote, la manille. Les parties peuvent durer longtemps, très longtemps. Dans un coin, on entend aussi le bruit sec d'un baby-foot. Les joueurs sont concentrés, mais les commentaires fusent. On se chambre, on rigole et parfois il y a un flipper. Oui, dès la fin des années 50 et surtout dans les années 60, les flippers commencent à apparaître dans certains bistrots, mais pas partout. Mais quand il y en a un, il attire. Les lumières clignotent, les sons résonnent, c'est presque hypnotique. En fin d'après-midi, vers 17h, 18h, le bistrot se remplit à nouveau. C'est le retour du travail. Les vestes sont encore poussiéreuses, les mains parfois noircies. On commande un verre, souvent le même tous les jours. Le patron n'a même pas besoin de demander. Il sait.
Les discussions reprennent, plus animées, plus vivantes. On raconte sa journée, on se plaint un peu et on rit beaucoup. Et puis vient le soir, le moment le plus intense. Le bistrot est plein, la fumée est épaisse, les voix se mélangent, les verres s'entrechoquent, on boit davantage. Pastis, vin, apéritifs, les cacahuètes circulent encore. Les rires éclatent, parfois une radio joue en fond. Des chansons de l'époque, Georges Brassens, Édith Piaf, Charles Aznavour. La musique accompagne les conversations, elle ne prend jamais toute la place, elle est là comme une présence. Et puis doucement, la soirée s'étire, certains partent, d'autres restent, toujours les mêmes, les derniers. Ceux qui ferment presque avec le patron. Les voix deviennent plus calmes, les gestes plus lents. On termine son verre, on dit à demain, parce que oui, on reviendra demain, comme hier, comme toujours. Car le bistrot des années 60, ce n'est pas un lieu où l'on passe, c'est un lieu où l'on revient, tous les jours. Si vous entrez dans un bistrot des années 60, avant même d'écouter les conversations, avant même de regarder les gens, vous voyez les objets et surtout vous les touchez. Car le bistrot, c'est un lieu qui se vit avec les mains. Le premier objet, celui que tout le monde connaît, c'est le comptoir, le fameux zinc. Froid le matin, lisse, usé par les années. Il porte les traces de milliers de verres posés, de coudes appuyés, de gestes répétés. Mais quand on s'y accoude, on ne le remarque même plus. Mais il est là, solide, immobile. C'est le centre du bistrot. Tout se passe autour de lui. Sur ce comptoir, il y a les verres, des verres simples, pas décorés, pas sophistiqués. Le verre ballon pour le vin rouge, épais, solide. Le petit verre droit pour le pastis. Le verre à pied pour le blanc. Et puis le verre de café, petit, lourd, souvent bruyant. On les prend sans réfléchir, toujours les mêmes, toujours à la même place. Derrière le comptoir, il y a la machine à café, une vraie machine, en métal imposante, avec ses leviers, ses sifflements, sa vapeur. Elle fait du bruit, un bruit caractéristique. Le café coule lentement, épais, noir. Et cette odeur, une odeur que beaucoup n'ont jamais oubliée. Sur les tables, un autre objet est toujours présent, le cendrier, en verre épais, souvent rempli, très rempli. À cette époque, tout le monde fume. Cigarettes, gitanes, gauloises. La fumée fait partie du décor. Elle flotte, elle s'accroche aux vêtements. Elle pique un peu les yeux, mais personne ne s'en plaint. Le geste est automatique. On allume, on tire une bouffée, on pose la cigarette. Le cendrier se remplit, on le vide et ça recommence. À côté, il y a parfois un petit bol ou une coupelle avec des cacahuètes. Pas emballées, pas individuelles, on se sert directement avec les doigts. Tout le monde en prend une poignée, puis une autre. Elles accompagnent le verre, elles font partie du rituel. Sur certaines tables, il y a aussi les dessous de verre en carton, parfois marqués au nom d'une marque de bière. Ils absorbent les gouttes. Ils traînent, on joue avec, on les tourne, on les empile, des petits gestes presque inconscients. Dans un coin du bistrot, il y a les jeux, le baby-foot en bois avec ses barres métalliques. Les joueurs sont solides, les poignets usés. Quand on joue avec, le bruit est sec, rapide. Les parties sont sérieuses, mais toujours accompagnées de rires et de petites provocations. Et puis, dans certains bistrots, il y a le flipper. Oui, un objet fascinant pour l'époque. Avec ses lumières, ses sons, ses vibrations. Quand la dive part, tout le monde regarde. C'est presque un spectacle. On entend les cliquetis, les rebonds, les sonneries. Certains joueurs deviennent très bons et attirent les regards. Il ne faut pas oublier non plus les objets plus discrets. Le torchon du patron, toujours posé quelque part. Les bouteilles alignées derrière le comptoir, toujours dans le même ordre. Le carnet pour noter les crédits. Car oui, beaucoup payent plus tard. On fait confiance, c'est une autre époque. Et puis, il y a les objets qu'on ne remarque plus, mais qui sont partout. Les chaises en bois, parfois bancales.
Les tables marquées par le temps, le sol usé, chaque objet raconte quelque chose. Chaque trace, chaque rayure est un souvenir. Dans un bistrot des années 60, rien n'est neuf, mais tout est vivant, parce que chaque objet est utilisé tous les jours par les mêmes mains, encore et encore. Fermez les yeux un instant, parce qu'un bistrot des années 60, ce n'est pas seulement une image, c'est un paysage sonore, un mélange de bruit, de voix, de silence aussi, qui crée une ambiance unique. Dès que vous poussez la porte, le premier son, c'est souvent la clochette. Un petit tintement. Rien de fort, mais tout le monde l'entend. Et immédiatement, quelques regards se tournent. On regarde qui entre, c'est presque un réflexe. Ensuite, il y a les voix. Pas une voix, des voix, toujours plusieurs en même temps. Des conversations qui se croisent, certaines calmes, d'autres plus animées. On parle fort, pas parce qu'on se dispute, mais parce qu'on vise. Les phrases se coupent, se mélangent. On entend « Alors, et tu sais quoi? C'est pas vrai ça !» Parfois, un éclat de rire surgit, franc, sonore. Il traverse toute la pièce. Et souvent, il entraîne les autres. Au comptoir, il y a un autre son très particulier, le bruit des verres. Le verre que l'on pose, le verre que l'on fait glisser. Le choc léger entre deux verres. Ce sont des sons simples mais constants. Ils rythment le bistrot. Derrière le comptoir, il y a la machine à café. Toujours elle souffle, elle siffle. Puis le café coule, goutte à goutte. Un son presque apaisant. Un son qui annonce le début de la journée ou une pause. Et puis, il y a les gestes. Les gestes font du bruit. Le patron qui essuie un verre. Le torchon qui frotte. Les bouteilles qu'on attrape. Les capsules qu'on ouvre. Tout est audible. Tout participe à l'ambiance. Dans la salle, les jeux apportent leur propre son. Le baby-foot, rapide, sec. Les barres qui tournent. La balle qui frappe. Et autour, les voix des joueurs. « Allez, mais non, tu triches !» Toujours avec humour, toujours avec énergie. Le flipper, lui, c'est autre chose. C'est presque une machine vivante. Des sons électriques, des cliquetis, des sonneries. Quand quelqu'un joue bien, tout le monde entend. Et parfois, tout le monde regarde. Mais il y a un son plus discret et pourtant essentiel. La radio. Elle est souvent posée quelque part, pas trop forte, jamais envahissante, elle accompagne. Elle est là sans être au centre. On y entend les informations, les bulletins, les voix des journalistes, mais aussi la musique. Et cette musique, elle marque une époque. On peut entendre Georges Brassens avec ses textes précis, presque parlés. Édith Piaf avec sa voix puissante, reconnaissable entre mille. Charles Aznavour avec ses chansons pleines d'émotions. Ou encore Yves Montand et Johnny Hallyday. Chaque chanson raconte quelque chose et parfois quelqu'un fredonne sans s'en rendre compte. Mais ce qui est important, c'est que la musique ne prend jamais toute la place. Elle ne couvre pas les voix, elle ne remplace pas les conversations. Elle est là comme un fond, comme une couleur sonore. Et puis, il y a aussi les silences. Oui, même dans un bistrot, il y a des moments de silence, des pauses, un instant où tout ralentit. On boit, on regarde autour, on écoute. Ces moments sont courts mais précieux. À la fin de la journée, les sons changent, ils deviennent plus lourds, plus lents, les voix sont plus graves, les gestes moins rapides. Les verres se posent plus doucement et puis petit à petit, le bruit disparaît. Le bistrot se vide. Il reste quelques voix, quelques rires, puis presque plus rien. Et enfin, le dernier son, la porte qui se ferme, le silence. Un silence qui ne dure pas longtemps, car demain, tout recommencera exactement pareil. Dans les années 60, le bistrot n'est pas seulement un endroit où l'on boit. C'est un pilier, un élément essentiel de la vie sociale. Un lieu qui relie les gens, souvent sans qu'ils s'en rendent compte. Dans un village, le bistrot est souvent le cœur, parfois même le seul lieu de rencontre. Il y a l'église, la mairie et le café. Mais le café, lui, est ouvert tous les jours, accessible, vivant. On s'y retrouve naturellement, sans rendez-vous, sans organisation.
On sait que quelqu'un sera là, toujours. Dans les quartiers des villes, c'est la même chose. Chaque bistrot a sa clientèle, ses habitués, son ambiance. On ne change pas facilement de bistrot. On a le sien, comme on a son boulanger ou son coiffeur. Le bistrot crée du lien, un lien simple, direct, humain. On s'y parle même quand on ne se connaît pas. On engage la conversation facilement. Une remarque sur le temps, sur le travail et la discussion commence. C'est un lieu où les générations se croisent. Les plus jeunes observent les anciens. Les anciens racontent, transmettent sans forcément le vouloir. On y apprend beaucoup, sans école, sans livre, juste en écoutant. Le bistrot est aussi un lieu d'information. Avant la télévision généralisée, avant Internet, c'est ici que circulent les nouvelles, locales surtout. Qui a trouvé du travail, qui est malade, qui part, qui revient. Tout se sait, tout se partage. Mais il y a autre chose, quelque chose de plus discret mais de très important. Le bistrot combat la solitude. Dans les années 60, beaucoup de gens vivent seuls ou se sentent seuls et le bistrot offre une présence. Même sans parler, on n'est pas seul. On entre, on s'installe, on écoute et déjà, ça change quelque chose. Le patron joue un rôle clé ici. Il remarque les absences, il s'inquiète parfois, on ne l'a pas vu aujourd'hui. Et ça compte beaucoup. Le bistrot est aussi un lieu d'entraide. On y trouve du travail, on y échange des services, un conseil, un coup de main. C'est un réseau humain, naturel, spontané. Il y a aussi les débats, les discussions parfois animées, très animées. On parle politique, on parle société, on n'est pas toujours d'accord, mais on parle face à face. Et malgré les désaccords, on revient le lendemain, parce que le lien est plus fort. Le bistrot crée une forme d'appartenance. On fait partie d'un groupe, d'un lieu, d'une ambiance. On n'est pas juste un client, on est un habitué et ça change tout. Dans les années 60, le bistrot est un espace de liberté. On peut y être soi-même, parler, se taire, rire, se confier parfois. C'est un lieu simple mais essentiel. Et c'est peut-être pour ça que tant de personnes en gardent un souvenir fort, un souvenir vivant. Nous allons maintenant aborder quelque chose de plus concret mais tout aussi important. Les règles, les codes, les habitudes invisibles. Car dans un bistrot, on ne fait pas n'importe quoi. Il y a des façons d'être, des façons de se comporter et tout le monde les connaît. Dans un bistrot des années 60, il n'y a pas de règlement affiché, pas de panneau, pas d'interdiction écrite. Et pourtant, tout le monde connaît les règles, des règles invisibles, des habitudes, des façons de faire qui ne s'expliquent pas, mais qui se respectent naturellement. La première règle, c'est le respect du lieu. On ne fait pas n'importe quoi dans un bistrot. Même si l'ambiance est détendue, il y a une limite. On ne crie pas pour rien. On ne dérange pas sans raison. On est libre, mais pas désordonné. Au comptoir, il y a aussi des codes. On ne prend pas la place de quelqu'un. Chaque habitué a sa place, toujours la même. Et même si elle n'est pas réservée, elle est reconnue. Quand quelqu'un entre, il sait où se mettre, sans réfléchir. On ne coupe pas la parole n'importe comment. On écoute, on attend son tour. Même dans une discussion animée, il y a un équilibre. Il y a aussi une règle importante, celle de la parole. On peut parler de tout ou presque, mais on sait jusqu'où aller. On peut débattre, s'opposer, mais il y a une forme de retenue, une forme de respect. Quand la discussion devient trop tendue, souvent, quelqu'un intervient. Un habitué ou le patron. Un mot suffit et tout revient à la normale. Autre règle, le rapport au patron. On ne le considère pas comme un simple commerçant. Il fait partie du lieu. On lui parle, on le respecte, on ne le brusque pas. Et lui, en retour, respecte ses clients. C'est une relation équilibrée basée sur la confiance. Justement, la confiance est une règle fondamentale. Le crédit, par exemple, on peut consommer et payer plus tard. Sans contrat, sans signature, juste avec une parole. Et cette parole a de la valeur. Ne pas payer, ce n'est pas seulement un problème d'argent, c'est briser une confiance.
Et ça, c'est mal vu, très mal vu. Il y a aussi le rapport au temps. On peut rester longtemps, très longtemps, mais on ne monopolise pas, on laisse la place, on fait attention aux autres. Aux tables de jeu, les règles sont encore plus précises. On ne triche pas, ou du moins pas sérieusement, car il y a toujours un peu de taquinerie, mais jamais de mauvaise foi. On respecte les tours, on respecte les décisions, même quand on n'est pas d'accord. Et surtout, on accepte de perdre avec humour. Dans un bistrot, le comportement compte beaucoup plus que l'apparence. On peut venir en tenue de travail, les mains sales, les vêtements usés, ce n'est pas grave, personne ne juge. Mais on doit savoir se tenir, être correct, respectueux. Il y a aussi une règle implicite, celle de l'intégration. Quand quelqu'un arrive pour la première fois, on l'observe discrètement. On attend de voir comment il parle, comment il se comporte. Et puis si tout va bien, il est accepté progressivement sans cérémonie. Mais s'il ne respecte pas les codes, il ne revient pas, ou bien il n'est pas vraiment intégré. Car le bistrot, c'est un équilibre fragile, un mélange de liberté et de règles. Et cet équilibre, tout le monde y contribue. Ce n'est pas écrit, mais c'est compris. Dans les années 60, ces codes font partie de la vie. On les apprend sans s'en rendre compte, en observant, en vivant. Et c'est ce qui donne au bistrot cette atmosphère particulière, à la fois simple et profondément structurée. Dans un bistrot des années 60, l'argent est présent, bien sûr, mais il n'est jamais au centre. On ne vient pas pour calculer, on ne vient pas pour comparer les prix, on vient pour être là. Et pourtant, la manière de payer en dit long sur l'époque. D'abord, les prix. Ils sont simples, clairs et surtout accessibles. Un café coûte peu, quelques dizaines de centimes. Un verre de vin, à peine plus. On ne parle pas en euros, bien sûr, mais en anciens francs, puis en nouveaux francs après 1960. Et même si les montants changent, le ressenti reste le même. On peut venir au bistrot sans se ruiner. C'est important car le bistrot est un lieu populaire, accessible à tous. Ouvriers, artisans, employés. On ne se pose pas la question « est-ce que je peux me le permettre ?» On y va, c'est tout. Ensuite, il y a la manière de payer. Et là, tout est différent d'aujourd'hui. On paye en espèces, toujours, des pièces, des billets. On sort la monnaie de sa poche, on la pose sur le comptoir. Un geste simple, direct, sans intermédiaire. Pas de carte, pas de terminal, juste un échange. Mais surtout, on ne paye pas toujours tout de suite. Le crédit est courant, très courant. On consomme et on paiera plus tard. Le patron note sur un carnet, ou parfois il ne note même pas, il se souvient. Une ligne, un prénom, un montant et ça suffit. La confiance est totale, naturelle, on ne signe rien, on ne prouve rien, on promet et on tient parole. Le règlement peut se faire à la fin de la semaine ou à la fin du mois, quand on a touché sa paye. Car à cette époque, beaucoup sont payés à la semaine, parfois en liquide. Et ce moment-là est important. On vient au bistrot, on règle, on discute. C'est presque un rituel. Mais attention, ne pas payer, ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement une dette, c'est une rupture. Une rupture de confiance. Et dans un bistrot, la confiance, c'est tout. Il y a aussi une autre habitude plus discrète, le petit geste. Offrir un verre. Ça se fait naturellement, sans calcul. Je t'offre le prochain. Et l'autre répond « D'accord, mais le suivant, c'est pour moi. » Et ainsi de suite. C'est une manière de partager, de créer du lien. On ne compte pas vraiment. On donne, on reçoit et tout s'équilibre. Le pourboire, lui, existe, mais il est discret. Quelques pièces laissées sur le comptoir sans cérémonie, sans attente particulière. Le patron n'en fait pas vraiment un sujet. Ce n'est pas obligatoire, c'est un geste. Et puis, il y a aussi les habitudes liées au jeu. Parfois, on joue pour quelque chose, une tournée, un verre, pas de grosses sommes, juste de quoi ajouter un peu de piquant. Et toujours dans un esprit bon enfant. Dans les années 60, l'argent circule dans le bistrot, mais il ne domine pas, il accompagne, il facilite. Mais il ne définit pas les relations.
Ce qui compte, c'est la parole, la présence, le lien. Et c'est peut-être ça qui a le plus changé aujourd'hui. Dans un bistrot des années 60, on ne vient pas pour se montrer, on ne vient pas pour séduire. On vient tel que l'on est, et ça change tout. Les vêtements que l'on voit dans un bistrot, ce sont les vêtements de la vie quotidienne. Le matin, ce sont souvent des tenues de travail. Le bleu de travail très présent, solide, pratique, parfois taché, parfois usé, mais toujours porté avec naturel. Les mains sont parfois noires de graisse, les manches retroussées, on ne fait pas attention, personne ne juge. Il y a aussi les casquettes, très fréquentes. On entre avec, on la retire, parfois ou on la garde. C'est un geste simple, une habitude. Certains ont aussi un béret posé légèrement de travers. Un détail mais qui fait partie de l'époque. Les chaussures sont solides, pas forcément élégantes mais faites pour durer. On marche beaucoup, on travaille et ça se voit. À midi, les vêtements changent peu. On ne se transforme pas pour venir au bistrot. On reste comme on est. Et c'est justement ça qui crée l'authenticité du lieu. Dans l'après-midi, on remarque davantage certains détails. Les vestes, souvent en laine, un peu épaisses. Les chemises, parfois ouvertes au col. Les pulls simples, rien d'ostentatoire, tout est fonctionnel. Mais il y a une forme d'élégance discrète, une manière de se tenir, de se présenter. Le soir, certains arrivent mieux habillés. Après le travail, après être passés chez eux, une veste plus propre, une chemise changée, mais jamais de recherche excessive. Le bistrot n'est pas un lieu de représentation, c'est un lieu de vérité. Le patron, lui, a une apparence bien particulière, souvent en tablier blanc ou sombre. Un tablier qui protège mais qui devient presque un uniforme. Il est toujours propre mais marqué par la journée. Il fait partie du personnage. On reconnaît le patron immédiatement. Il y a aussi les gestes, la manière de tenir un verre, la façon de s'accouder, de se pencher légèrement pour parler. Ces gestes sont propres à l'époque. On ne tient pas son verre comme aujourd'hui. On ne se tient pas de la même façon. Il y a une forme de retenue, une manière d'être, même dans la détente. Et puis, il y a quelque chose de très présent, les traces du travail. Les vêtements racontent une journée, une vie. Ils portent les marques de l'effort. Et dans le bistrot, tout cela est visible, accepté, respecté. Dans les années 60, on ne se définit pas par son apparence, mais par sa présence, par sa manière d'être. Et c'est peut-être pour ça que l'ambiance du bistrot est si particulière, parce que rien n'est artificiel, tout est vrai. Nous allons maintenant aborder la différence entre les bistrots, car tous les bistrots ne se ressemblent pas. Certains sont calmes, d'autres bruyants. Certains sont ruraux, d'autres urbains, et chaque bistrot a sa propre âme. Quand on parle du bistrot des années 60, on pourrait croire qu'ils se ressemblent tous. Même ambiance, mêmes objets, même habitudes. Mais en réalité, chaque bistrot est différent, très différent. Tout dépend du lieu, du quartier, du village, des gens qui le fréquentent. Commençons par les bistrots de village. Là, on est dans un autre rythme. Le bistrot est souvent au centre, visible, accessible. Tout le monde le connaît et surtout, tout le monde se connaît. Quand quelqu'un entre, on sait qui c'est sans poser de questions. Les conversations sont plus personnelles, plus directes. On parle de la famille, du voisin, du travail dans les champs. Le bistrot devient presque une extension du foyer. On y reste longtemps, on s'y sent chez soi. Il y a moins de passages, mais plus de liens. Maintenant, allons en ville. Dans les quartiers, les bistrots sont plus nombreux. Parfois, il y en a plusieurs dans la même rue, et chacun a son identité. Certains attirent les ouvriers, d'autres les employés. On choisit son bistrot, on y est fidèle, mais contrairement au village, il y a plus de passages. Des inconnus entrent et sortent, l'ambiance est plus rapide, plus mouvante. Mais le cœur reste le même. Ensuite, il y a les bistrots de quartiers populaires, souvent très animés, très vivants.
Les voix sont fortes, les rires nombreux. On parle beaucoup, on gesticule. C'est un lieu de vie intense. À l'inverse, il existe aussi des bistrots plus calmes, moins bruyants. Avec une clientèle plus discrète, on y parle doucement, on y vit davantage. L'ambiance est différente, mais tout aussi authentique. Il y a aussi des différences selon les régions. Dans le nord de la France, on trouve les estaminets, souvent en bois, chaleureux, avec une ambiance particulière. Dans le sud, les bistrots sont plus ouverts, plus lumineux, parfois avec une terrasse. On y parle fort, on y rit fort, le climat influence tout, même l'ambiance. Certains bistrots sont spécialisés, certains attirent les joueurs, avec baby-foot, cartes, flipper. D'autres sont plus orientés vers la discussion. Certains proposent à manger, d'autres presque rien. Et puis, il y a les petits bistrots de coin de rue, discrets, parfois presque invisibles mais essentiels. Ce sont souvent les plus authentiques, les plus vrais parce qu'ils vivent avec leur quartier, avec ses habitants. Dans les années 60, il n'existe pas un modèle de bistrot, il existe des dizaines de variations. Mais toutes partagent quelque chose, une même fonction, un même esprit, créer du lien, offrir un lieu, un point de rencontre. Nous allons maintenant aborder la fin de cette époque. Le moment où tout commence à changer, car oui, les bistrots des années 60 ne vont pas rester tels quels. Petit à petit, quelque chose va évoluer, et cette évolution va transformer profondément leur monde. À la fin des années 60, le bistrot est encore là, bien vivant, toujours rempli, toujours essentiel. Et pourtant, quelque chose commence à changer, doucement, presque sans bruit. Ce changement, il ne vient pas du bistrot lui-même, il vient de la société. La France évolue rapidement. Les modes de vie se transforment, les habitudes aussi. Un objet en particulier va tout bouleverser. La télévision. Elle entre dans les foyers petit à petit. Au début, elle est rare, puis elle devient plus accessible. Et le soir, les gens restent chez eux. Ils regardent, ils écoutent. Le bistrot n'est plus le seul lieu où l'on se retrouve. Le salon prend une place nouvelle. Les conversations changent. On parle de ce qu'on a vu à la télévision, plus seulement de ce qu'on a vécu ensemble. Autre changement, la voiture. Elle se développe, on se déplace plus facilement, plus loin. On ne reste plus uniquement dans son quartier ou dans son village, on sort ailleurs. Le bistrot perd un peu de son rôle central. Et puis, il y a le travail, les rythmes changent, les horaires évoluent. Les gens ont moins de temps, ils passent moins longtemps. Les longues après-midi au bistrot deviennent plus rares. Autre évolution, les commerces, les supermarchés apparaissent. On consomme différemment, on achète, on stocke, on boit davantage chez soi. Le bistrot n'est plus le seul endroit pour consommer. Et puis, il y a aussi les nouvelles générations. Elles arrivent avec d'autres envies, d'autres habitudes. Elles fréquentent toujours les bistrots, mais pas de la même manière. Elles restent moins, elles changent plus facilement d'endroit. La fidélité évolue. Petit à petit, sans que personne ne s'en rende vraiment compte, le rôle du bistrot change. Il est toujours là, mais il n'est plus unique. Il partage son importance avec la maison, avec la télévision, avec d'autres lieux. Certains bistrots ferment, pas tous, mais quelques-uns. Des rideaux métalliques qui ne se relèvent plus. Des comptoirs qui restent vides. C'est discret, mais c'est réel. Et pourtant, l'esprit est encore là. Les habitudes persistent. Les habitués continuent de venir. Mais quelque chose s'est déplacé, le centre de gravité. Le bistrot n'est plus le cœur de tout. Il devient un lieu parmi d'autres. Et c'est le début d'une transformation. Une transformation lente mais profonde. Aujourd'hui, les bistrots existent toujours. Bien sûr, ils n'ont pas disparu, mais ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Quand on pousse la porte d'un bistrot aujourd'hui, on reconnaît certaines choses. Le comptoir est toujours là, souvent encore en zinc. Les verres, le café, le geste de s'accouder, tout cela existe encore, mais l'ambiance a changé.
Les voix sont plus discrètes, les conversations moins longues, les gens restent moins, on consomme et on repart plus vite. Le temps n'est plus le même, les journées sont différentes. Le rythme de vie a accéléré et cela se ressent. Autre changement, la solitude, elle est toujours là, mais elle ne s'exprime plus de la même manière. On peut être dans un bistrot et regarder son téléphone, sans parler, sans échanger. C'est une forme de présence, mais ce n'est plus la même. Le crédit, lui, a presque disparu. On paye immédiatement, par carte, sans contact. Le geste a changé, la relation aussi. Le patron reste une figure importante, mais il connaît moins ses clients ou différemment. Les habitués existent encore, mais ils sont moins nombreux, moins fidèles parfois, et pourtant, il reste quelque chose. Dans certains bistrots, on retrouve cette ambiance. Un rire qui éclate, une discussion qui s'installe. Un habitué qui entre et que tout le monde salue, dans les villages surtout. Certains bistrots ont gardé leur âme, le rythme est plus lent, les gens prennent encore le temps. On y retrouve des gestes anciens, des habitudes, des regards. Et parfois, l'espace d'un instant, on a l'impression que rien n'a changé. Mais ces moments sont plus rares, plus précieux, car tout le monde autour a évolué. Les modes de vie, les technologies, les relations, tout est différent. Le bistrot n'est plus le centre, mais il reste un témoin, un lien, un souvenir vivant. Et c'est peut-être ça qui le rend encore si particulier aujourd'hui. Et puis le temps passe, les années défilent, les habitudes changent, les lieux évoluent. Mais certains souvenirs, eux, restent. Le bistrot des années 60, ce n'est plus tout à fait un lieu. C'est devenu une mémoire faite de détails. Le bruit d'un verre posé sur le zinc. L'odeur d'un café serré. La fumée qui montait doucement et qui semblait ne jamais disparaître. Une voix familière, un rire, un prénom qu'on appelait en entrant. Alors, comme d'habitude, et sans répondre, on savait que le verre allait arriver. Parce qu'on était attendu, parce qu'on faisait partie du lieu. Peut-être que vous aussi, vous avez connu ça. Peut-être que vous vous souvenez d'un comptoir, d'une table, d'un coin précis, toujours le même. Peut-être que vous vous souvenez des visages, certains sont encore là, d'autres un peu moins. Mais dans votre mémoire, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours accoudés, toujours en train de parler, toujours vivants. Le bistrot, c'était simple, mais c'était essentiel. On n'y allait pas pour consommer, on y allait pour être ensemble, pour ne pas être seul. Aujourd'hui, tout va plus vite, on se parle autrement, on se voit moins, on prend moins le temps. Mais ces moments-là, personne ne peut les effacer, ils restent là quelque part, dans un geste, dans une odeur, dans une chanson entendue par hasard. Et parfois, il suffit de presque rien. Un bruit, un souvenir pour que tout revienne d'un coup. Le bistrot, les voix, les rires, la vie. Alors peut-être que ces lieux ont changé, peut-être que certains ont disparu, mais ce qu'ils ont créé, ça, non, ça reste dans les mémoires, dans les histoires, dans les silences aussi. Et tant qu'il restera quelqu'un pour s'en souvenir, le bistrot ne disparaîtra jamais vraiment. Alors ce soir ou demain, en passant devant un café, peut-être que vous ralentirez un peu, juste un instant, pour écouter. Et peut-être que vous entendrez encore un écho, celui d'un temps où l'on prenait simplement le temps de vivre.